Bien, bonjour à toutes et à tous. Je reprends donc le cours. J'espère que vous avez été tenus au courant du fait que je n'étais pas en France la semaine dernière. J'étais encore en mission à l'étranger, mais bon, comme nous n'avons pas de secrétaire pour le master pour l'instant, peut-être que vous n'avez pas eu l'information, donc je suis désolé si vous vous êtes déplacé pour rien la semaine dernière. Donc nous reprenons là où nous avons laissé le cours il y a maintenant déjà un certain temps d'ailleurs. Donc nous étions arrêtés la dernière fois avant que les cours n'aient dû être supprimés en raison des blocages, des grèves, etc. Nous nous étions arrêtés sur la question de la catégorisation et de la catégorie, du concept de catégorie, en examinant deux modèles de la catégorisation. Le modèle de la catégorisation par conditions nécessaires et suffisantes, ou modèle aristotélicien, et puis nous avions examiné le modèle du prototype. Alors, je rappelle simplement pour rafraîchir les idées, puisque il est vrai que là, la dernière séance date de mi-décembre, donc ça fait presque un mois et demi que on vous a parlé de ça la dernière fois. Je rappelle donc en deux mots que le premier modèle de la catégorisation fondé sur les conditions nécessaires et suffisantes est un modèle qui est utile, qui n'est pas, comment dire, même s'il est contesté par le modèle, le deuxième modèle, c'est-à-dire celui de la théorie du prototype, ça n'est pas pour autant que c'est un mauvais modèle. C'est un modèle qui est utilisable, utilisé, pertinent pour certaines situations, en particulier pour les descriptions de type scientifique. Puisque ce modèle des conditions nécessaires et suffisantes, il se fonde sur l'idée que l'appartenance d'un élément quelconque, d'une entité quelconque à une catégorie, est fondée sur un certain nombre de propriétés que doit avoir cet élément pour faire partie de la catégorie. Donc la catégorie, elle est définie par une série de propriétés qu'on appelle donc les conditions nécessaires et suffisantes. Vous vous souvenez, j'avais donné l'exemple de oiseau qui est caractérisé par les deux propriétés vertébrés à plumes. C'était ça l'exemple que j'avais utilisé, mais on aurait pu prendre n'importe quel autre. Donc ces deux propriétés sont définitoires de la catégorie oiseau. Donc si je veux savoir si une entité quelconque est ou non un oiseau, je vérifie si elle a ces deux propriétés. Si elle n'en a qu'une, ce n'est pas un oiseau. Si elle a les deux, c'est un oiseau. Bon. Et inversement, si je prends un membre quelconque de la catégorie oiseau, je suis certain que ce membre quelconque de la catégorie oiseau aura ces deux propriétés, d'être vertébré et à plumes. Donc c'est ça le modèle des conditions nécessaires et suffisantes, un modèle, disons, fondé sur une définition de la catégorie à partir de propriétés obligatoires que doivent posséder les membres. Bien. Alors, ce que je vous avais montré, c'est que cette façon de concevoir la catégorisation est certes pertinente pour des descriptions scientifiques, mais elle ne l'est pas dans la vie quotidienne et dans notre façon naturelle de catégoriser. Notre façon naturelle de catégoriser ne passe pas manifestement par l'examen, la vérification de propriétés. Et quand je dis ne passe pas manifestement par l'examen de propriétés, je me fonde sur, non pas sur une simple intuition, mais sur un certain nombre d'études qui ont été faites et qui montrent que, visiblement, nos catégories spontanées, par exemple la catégorie oiseau, n'est pas fondée sur ces propriétés vertébrées à plumes. Fondamentalement, un oiseau, pour nous, êtres humains, c'est d'abord un animal qui vole. Bon. Alors, voyez bien la différence entre le point de vue scientifique, objectif, entre guillemets, si l'on veut, qui donc a besoin
de propriétés avec lesquelles tout le monde est d'accord et qui sont des propriétés très stables, etc. Et puis la catégorie oiseau telle qu'elle est spontanément mobilisée par le système cognitif de l'être humain. D'où l'idée que la structuration de nos catégories n'est pas une structuration homogène, comme l'implique le modèle des conditions nécessaires et suffisantes, où tous les oiseaux sont des oiseaux au même titre, du moment qu'ils ont deux propriétés d'être des vertébrés et d'être à plumes, mais la catégorie est structurée par un prototype, c'est-à-dire un modèle, le modèle caractéristique, enfin disons un exemplaire qui est caractéristique de la catégorie oiseau. Bon, typiquement dans nos contrées, un moineau par exemple, c'est vraiment un prototype possible de la catégorie oiseau, par rapport auquel d'autres oiseaux sont beaucoup moins centraux. Par exemple, on avait vu l'autruche, le pingouin, qui sont des oiseaux qui ne volent pas, sont beaucoup moins prototypiques que le moineau pour la catégorie oiseau. Ce qui signifie que l'autruche est moins oiseau que le moineau du point de vue de la catégorisation spontanée que fait l'être humain. Donc il faut comprendre que cette notion de sémantique du prototype ou de théorie du prototype, elle vise à rendre compte de la catégorisation comme processus cognitif naturel chez l'homme, et non pas comme un processus scientifique objectivant d'une certaine façon. Mais ces deux processus restent, disons, mobilisables selon les situations. Et puis on a toutes sortes d'exemples. Vous voyez bien, je pense que je vous avais donné cet exemple du dauphin ou de la baleine, qui sont scientifiquement des mammifères, mais qui sont beaucoup, en particulier par les enfants, vécus comme étant des poissons. Ce qui est assez... mais qu'est-ce que ça change, au fond, à notre interaction avec le monde, que de savoir que le dauphin est un mammifère et pas un poisson? Au fond, je veux dire, pas grand-chose. Ça change du point de vue de la connaissance scientifique, mais du point de vue de l'expérience du monde, au fond, ça ne change pas grand-chose. Alors, je vous ai présenté ces deux modèles de la catégorisation. Je ne reviens pas sur le détail donc des thèses principales de la théorie de la sémantique du prototype, qui sont rappelées là à partir de l'ouvrage de Kléber que je vous conseille si vous vous intéressez à ces questions sur la sémantique du prototype, puisque là c'est vraiment l'application en linguistique de ce modèle. Là, je vous ai fait cette présentation, disons, de manière un peu synthétique, résumée, pour aller à l'essentiel et pour que vous compreniez bien les enjeux de ces notions. Maintenant, il nous reste à regarder de près, pour terminer sur cette question, comment ces notions sont présentées par les chercheurs qui s'inscrivent dans le domaine de la linguistique cognitive, et en particulier donc par Lakoff, qui est l'auteur donc de ce livre Women, Fire and Dangerous Things, qui aborde la question de la catégorisation à partir des travaux d'Eleanor Roche, dont je vous avais déjà parlé. Donc on va prendre un peu le temps de regarder un peu le texte quand même de Lakoff lui-même, pour bien comprendre quel est l'enjeu pour la linguistique cognitive de cette problématique de la catégorisation. Donc on ne pourra pas le faire à chaque fois, mais là je prends le temps de revenir au texte, parce que je pense que vous n'êtes pas très nombreux à avoir envie ou à prendre le temps de lire vous-même les textes de Lakoff, donc on va le faire un petit peu en cours, et je vais vous les donner en version originale, et puis on les commentera, on les traduira un petit peu. Alors,
et puis on verra aussi je commenterai aussi un petit peu sur cette question de la catégorisation, un texte d'Éléanore Roche. Avant de commencer, juste un tout petit mot, j'ai oublié de vous dire en début d'heure que normalement j'ai bien reçu tous vos travaux pour la validation du premier semestre, hein, pour le cours, donc je pense que vous n'avez pas encore eu accès à vos notes, hein, c'est encore un peu tôt. Donc, si jamais vous vous rendez compte que vous êtes considéré comme ABI, c'est-à-dire absence injustifiée pour ce cours, c'est que, d'une façon ou d'une autre, je n'ai pas reçu votre travail. Donc, normalement, j'ai envoyé un accusé de réception à tout le monde. Hein. Chaque fois que vous m'avez envoyé votre travail, je vous ai envoyé un mail pour vous dire « j'ai bien reçu votre travail ». Si vous n'avez pas reçu cet accusé de réception, c'est que je ne l'ai pas reçu. Donc vous n'aurez pas de note. Mais ça se corrige après coup. Certaines d'entre vous ont eu un problème. Vous n'avez pas reçu l'accusé de réception, ben je n'ai pas reçu votre travail. Donc il faut me le renvoyer très vite. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans votre cas ? Non, tout le monde a bien reçu l'accusé de réception. Tout au moins parmi vous, ceux qui sont dans l'obligation de rendre un travail pour l'évaluation. Je vous rappelle d'ailleurs, je crois que vous vérifierez sur le site, mais il me semble que je vous avais donné la date du 25 mai pour le rendu final du travail. Attendez, je vais vérifier parce que je l'avais renoté quelque part pendant qu'on parle de ça. Oui, 25 mai. Hein. Donc, le travail final, vous devez me l'envoyer pour le 25 mai. Et ce travail final doit être vous reprenez éventuellement ce que vous avez fait au premier semestre, hein, mais vous le complétez. Et si vous avez on prendra un temps, à un moment, pour faire un peu le bilan plus précis de ce que vous avez produit, mais je préfère attendre que vous ayez vos notes, comme ça vous verrez un petit peu, globalement c'est très bon, hein, de toute façon c'est pas, en général les étudiants réussissent bien ce type d'exercice, parce que vous avez le temps de préparer les choses et tout. Bon, je n'ai jamais eu l'occasion de mettre une note en dessous de la moyenne, et si vous avez une note que j'estime moi assez basse, entre 10 et 12 pour cet exercice, c'est que soit que vous m'avez rendu juste 2 pages, enfin bon bref, ou alors que le texte est très mal écrit, enfin, mais c'est exceptionnellement rare, hein, ce genre de situation. Bon, donc on fera un petit bilan dans un cours prochain pour que je puisse quand même, pour ceux d'entre vous qui en ont besoin, vous donner des indications pour la suite. Hein, parce que je ne peux pas, évidemment, l'idéal voudrait que je vous rende entièrement à noter tout ce que vous m'avez écrit, mais trop nombreux, puisque je fais la même chose aussi avec le séminaire, donc c'est absolument impossible pour moi de faire cela. Donc je donne une première appréciation. Si vous avez besoin de conseils, etc., pour la suite, je vous les donnerai. Si vous estimez que vous pouvez vous débrouiller, que la note que vous avez eue confirme que vous êtes sur la bonne voie, ben vous continuez et puis vous me rendez le travail final à la fin. Hein, voilà. Pas de questions sur ce sujet ? Alors, je continue donc en commentant cette première citation de Laïkoff, où vous allez voir que finalement, cette opposition entre le modèle des conditions nécessaires et suffisantes et le modèle du prototype correspond chez Laïkoff à une opposition, mais je crois que je vous en avais déjà parlé au premier semestre, entre l'objectivisme et l'expérientialisme. Hein. Laïkoff s'inscrivant lui-même dans une perspective qui est la perspective expérientialiste, où donc ce qu'on prend en considération, c'est le langage en tant qu'expérience humaine, hein, et pas le langage comme une chose objective. Donc, pour Laïkoff, le modèle des conditions nécessaires et suffisantes caractérise l'objectivisme. Alors, voyons cette citation. Nous appelons la conception traditionnelle objectivisme pour les raisons suivantes. Les tentatives modernes de faire fonctionner, to make it work, assument que, enfin, disons, assume que la pensée rationnelle, hein,
Donc c'est une caractérisation, si vous voulez, qu'il appelle lui moderne de l'objectivisme. Donc qui consiste à penser que la pensée rationnelle consiste dans la manipulation de symboles abstraits et que ces symboles obtiennent leur signification à travers une correspondance, enfin selon une correspondance avec le monde, construite objectivement, c'est-à-dire indépendamment de la compréhension d'un organisme, quel qu'il soit. Donc, l'objectivisme, alors vous voyez que, bien sûr, il y a quelque chose, encore une fois, hein, qui rappelle le chomskysme, mais à peine ici, hein, puisque c'est simplement la notion de symbole abstrait qui, ici, aurait tendance à nous faire penser au chomskysme, mais c'est plutôt l'idée, disons, d'une sorte de pensée rationnelle fondée sur l'idée qu'on a donc des symboles, fondée sur l'idée, sur une représentation un peu mathématique hein, du monde, pourrait-on dire, des symboles abstraits, et donc d'un côté on a des symboles abstraits, de l'autre côté des significations, mais ces significations sont en fait définies par des correspondances avec des choses du monde. Donc vous avez une chose dans le monde, une signification qui lui correspond, qui vise cette chose, autrement dit c'est le rapport de référence, et puis un symbole qui est attaché à cette signification. Ce serait ça l'objectivisme pour Lakoff. Donc une collection de symboles, un ensemble de symboles mis en correspondance avec un monde objectivement structuré est appelée une représentation de la réalité. Du point de vue objectiviste, toute pensée rationnelle implique la manipulation de symboles abstraits auxquels on donne de la signification uniquement par des correspondances conventionnelles avec des choses dans le monde externe. Donc, cette objectivité hein, qui est visée par l'objectivisme, c'est l'objectivité d'un monde externe qui existe et qui est indépendant de l'être humain, et puis des symboles abstraitement reliés aux significations correspondant donc à des relations de référence avec le monde objectif. Alors, plus spécifiquement, quelles sont les grandes thèses hein, de l'objectivisme pour Lakoff? Bon, d'abord la pensée. Alors, on revient là quand même à cette idée que ce qui se produit à l'époque dans la perspective des sciences cognitives, c'est qu'on essaie de faire une science de la pensée. Hein. Donc que l'étude de la pensée ne soit plus seulement l'objet de la philosophie, mais puisse être objet de science. Alors, évidemment, quand on parle de science dans ce cas-là, ça reste très flou. Hein. Parce qu'évidemment, la notion de science, on a bien sûr cette idée qu'il y a une certaine forme de la science qui est qui est représentée par des disciplines comme la physique ou la chimie. Donc les sciences qu'on appelle dures parfois, hein, qui seraient un peu le modèle de ce qu'on appelle la science. Mais aujourd'hui, on a beaucoup de questions sur les limites de la science, les frontières de la science. Et qu'est-ce qui est vraiment scientifique, qu'est-ce qui ne l'est pas hein. Bon. Mais là, il y a cette idée, donc, il y avait cette idée dans l'émergence du cognitivisme qu'on sortait d'une analyse de la pensée, disons, purement philosophique ou littéraire, pour entrer dans une approche plus scientifique, donc au sens, disons, susceptible d'expérimentation, par exemple. Hein, ouais, ça peut être une des formes que peut prendre la science. Bien. Donc, du point de vue objectiviste, on a les idées suivantes, les théories suivantes. Donc, la pensée est une manipulation mécanique de symboles abstraits. Qu'est-ce que c'est que la pensée? Vous vous souvenez, c'est le représentationnalisme, hein, une manipulation mécanique de symboles abstraits. Mécanique, hein, c'est ça le terme
qui serait important ici. Vous vous doutez qu'évidemment, tout ce que va décrire ici Lakoff va être décrit pour mieux définir en creux ou par opposition ses propres positions. L'esprit est une machine abstraite. Alors vous voyez, à nouveau, abstrait, machine, mécanique, manipulant des symboles, fondamentalement de la même manière qu'un ordinateur. Hein. Bon, ça a été le grand modèle à un moment donné de l'esprit, que l'ordinateur, enfin la métaphore, une sorte de métaphore du fonctionnement de l'esprit, qui était l'ordinateur. Bon, sauf qu'au début peut-être de l'informatique, on a cru que c'était plus qu'une métaphore, hein, que c'était une réalité, que l'esprit fonctionne comme un ordinateur, ce qui bien sûr n'est pas du tout le cas. Mais là, on a quand même in the way a computer does, donc c'est-à-dire qu'on est quand même plus proche de la comparaison que de l'identification, c'est-à-dire par une computation algorithmique. Hein. C'est le computationnalisme, hein, vous vous souvenez. Les symboles, c'est-à-dire les mots et les représentations mentales, obtiennent leur signification par des correspondances avec des choses dans le monde externe. Toute signification a ce caractère. Donc, au fond, toute la signification est donnée par les choses. Hein. Les symboles, mais ça on l'a déjà vu dans le cas précédent. Ça reste une thèse, ça, qui est défendue dans certaines sémantiques. Hein. Par exemple, la sémantique formelle est fondée sur cette perspective, disons, qui vient de Frege, du philosophe allemand logicien Frege, qui distingue donc la signification et la référence. Et là, c'est plutôt l'idée de référence qui est en jeu. Les symboles qui correspondent au monde externe sont des représentations internes de la réalité externe. Donc, si vous voulez, dans cette perspective, nos représentations internes sont le miroir, en quelque sorte, de ce qui existe à l'extérieur. Les symboles abstraits, sont en correspondance avec les choses externes dans le monde, indépendamment des propriétés des organismes qui véhiculent ces symboles abstraits. Bon, alors, bien sûr, ce qui va être mis en jeu par Lakoff et par les linguistes qui s'inscrivent dans la perspective des linguistiques cognitives, c'est que c'est un organisme qui pense. Hein. Donc, il y a des propriétés de la pensée qui viennent du fait que c'est un organisme et pas une machine qui effectue ces opérations. Puisque l'esprit humain utilise des représentations internes de la réalité externe, l'esprit est un miroir de la nature, bon, ça je l'ai déjà dit, et la raison exacte, correcte, reflète la logique du monde externe. Il est donc contingent par rapport à la nature des concepts significatifs et de la raison que les êtres humains aient des corps, aient les corps qu'ils ont et fonctionnent dans l'environnement qui est le leur de la façon dont ils le font. Donc l'idée ici, c'est que dans cette perspective objectiviste, la corporéité, l'environnement sont complètement mis entre parenthèses. On s'intéresse uniquement au monde objectif tel qu'il est et à des représentations qui sont le reflet de ce monde objectif. Donc les corps humains peuvent jouer un rôle pour choisir les concepts et les modes de raison transcendantale que les humains emploient effectivement, mais ils ne jouent pas de rôle essentiel pour caractériser ce qui constitue un concept et ce qui constitue la raison. Alors, encore une petite série, vous voyez, il y a quand même une liste assez complète de caractéristiques qui sont tout autant de griefs de cette perspective objectiviste. La pensée est abstraite et désincarnée,
puisqu'elle est indépendante de toutes les limitations du corps humain, du système perceptif de l'homme et du système nerveux de l'homme. Donc on ne tient pas du tout compte, disons, encore une fois, de la corporéité humaine. Les machines ne font rien d'autre que manipuler mécaniquement des symboles qui correspondent à des choses dans le monde, et elles sont capables de penser, de pensée significative et de raison. Donc c'est l'idée là que la machine pense vraiment. La pensée est atomistique. Alors oui, on pourrait dire ça en français. La pensée est atomistique, enfin fonctionne par atomisée, si on veut, en ce que elle peut être décomposée, disons, en blocs. Les symboles utilisés dans la pensée qui sont combinés dans des séries plus complexes. Donc ça, c'est l'idée de compositionnalité, c'est-à-dire qu'on a des unités de signification qui sont minimales et puis qui sont combinées les unes avec les autres. Donc on a des atomes de signification qui, combinés les uns avec les autres, fabriquent des significations plus complexes. Et puis la pensée est logique, dans un sens étroit et technique, utilisé par les philosophes logiciens. C'est-à-dire qu'elle peut être modélisée par la logique mathématique, en raison du fait que ce sont des symboles abstraits, donc il y a une logique qui mathématisable qui peut rendre compte de la pensée. Bon. Alors, toutes ces critiques pourraient s'appliquer, si on veut, à la linguistique formelle contemporaine, c'est-à-dire en particulier à la sémantique formelle, qui doit beaucoup aux logiciens. Et il y a, c'est vrai, une approche possible, disons, de la signification, qui, pour éviter les aspects trop intuitifs, approximatifs, qui sont difficilement évitables lorsqu'on traite des significations, du sens, eh bien, utilise des outils de la logique pour avoir, disons, une approche plus scientifique de cette question du sens. Alors ça caractérise la sémantique formelle, qui s'appuie sur la logique et qui est une branche. Alors, à la limite, on ne sait pas trop si c'est une branche de la linguistique ou une branche de la logique, mais c'est un peu les deux. Mais on peut le considérer comme une branche de la linguistique qui s'intéresse à un certain type de questions très limitées, mais c'est disons un cadre théorique très technique. On n'a pas tellement besoin d'intuition linguistique, mais on a besoin de connaître des manipulations de symboles, etc. C'est une approche qui existe toujours, et qui est développée, qui peut être utile peut-être pour l'intelligence artificielle, par exemple, je ne sais pas, là je m'avance un peu. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que cette approche-là est contestée par Lakoff, non pas parce qu'elle serait complètement fausse, mais c'est parce qu'elle laisse de côté des aspects importants de la signification. Alors, évidemment, par opposition à toute cette liste, vous voyez que le style de Lakoff et Johnson, c'est un livre écrit à deux, non, je vous dis une bêtise là. Là, je parle du livre de Lakoff sur Women, Fire and Dangerous Things, et pas du livre de Lakoff et Johnson dont on parlera plus tard sur les métaphores. Donc là, vous voyez que le style de Lakoff est très volontiers répétitif. Je veux dire, c'est assez lourd, mais
voilà, il essaie de. C'est une sorte de machine de guerre hein, qui essaie de bien enfoncer un certain nombre d'idées, quitte à se répéter. Donc, par opposition, on devine ce qui caractérise la position expérientialiste. Donc, d'une part, on ne va pas réduire la pensée à une manipulation de symboles abstraits. D'autre part, on va considérer que la correspondance entre les symboles et des entités du monde externe n'est pas suffisante pour définir la signification. On va considérer que le corps est, d'ailleurs j'ai oublié de le mentionner ici, mais est l'environnement, hein, le contexte joue un rôle dans l'élaboration des représentations ou des symboles, et puis que les processus mentaux ne sont pas atomiques ou atomistiques, mais globaux. Et qu'en tout cas, on ne peut pas les réduire à une logique formelle, mais au fond, s'il y a une logique, entre guillemets, ce serait une logique psychologique. Vous voyez, typiquement, ce qu'on a vu dans les séances précédentes sur ce contraste entre le modèle des conditions nécessaires et suffisantes et le modèle de catégorisation par les prototypes, c'est bien l'opposition entre, d'un côté, un modèle qui est un modèle mathématisable, avec des propriétés, des conditions nécessaires et suffisantes, strictes, scientifiques, etc. Et puis de l'autre, un modèle qui est un modèle de catégorisation flou, approximatif, mais humain. Humain au sens où que c'est ainsi que fonctionnent les êtres humains. Donc, il y a bien une logique là-dedans, parce que c'est la logique du prototype, mais ce n'est pas la logique formelle. Hein. Mais bon, une logique, peut-être, il y a une cohérence, il y a des processus qui peuvent être décrits. Mais ce ne sont pas des processus qui sont empruntés à des modèles mathématiques. Au fond, la catégorisation par conditions nécessaires et suffisantes, c'est une façon de c'est de la théorie des ensembles en mathématiques, hein, ni plus ni moins. Bien. Alors, maintenant, comment est-ce qu'on passe du modèle des conditions nécessaires et suffisantes à la théorie du prototype? Donc là, Lakoff va caractériser ce qui est propre à la théorie du prototype. Hein. Donc je traduis et je commente. L'approche selon la théorie du prototype, qui va être présentée ici, suggère que la catégorisation humaine est principalement une matière à la fois d'expérience humaine et d'imagination, de perception, d'activité motrice et de culture d'un côté, et de métaphore, de métonymie et d'imagerie mentale de l'autre. Donc vous voyez, ça n'a plus rien à voir avec des pures et simples propriétés. Hein. Donc l'expérience, l'expérience humaine, d'où le terme d'expérientialisme pour caractériser cette position, l'imagination, la perception, toutes sortes de caractéristiques qui sont des caractéristiques de l'humain en tant qu'il a un corps. Hein, et puis de processus comme métaphore, métonymie, etc. Bien. Par conséquent, la raison humaine dépend crucialement des mêmes facteurs. Et par conséquent, ne peut être caractérisée simplement en termes de manipulation de symboles abstraits. Bien sûr, certains aspects de la raison humaine peuvent être artificiellement isolés et modélisés par de la manipulation de symboles abstraits, de même que certains aspects de la catégorisation humaine est cohérente ou fonctionne bien avec la théorie classique, c'est-à-dire la théorie des conditions nécessaires et suffisantes. Bon, mais ce qui nous intéresse, hein, ce qui intéresse donc Lakoff, c'est pas seulement, disons, la sous-partie artificiellement isolable de la capacité humaine de catégoriser et de raisonner, mais
l'entier de cette capacité, hein, full range of that capacity, la capacité dans sa globalité. Et comme nous allons le voir, ces aspects de la catégorisation qui collent, disons, avec la théorie classique, sont des cas particuliers, hein, de la théorie générale des modèles cognitifs, et ces modèles cognitifs qui nous permettent de caractériser les aspects expérientiels et imaginatifs de la raison. Donc, l'enjeu ici, c'est, encore une fois, de caractériser non seulement vous voyez, il n'est pas tellement dans ces développements, il n'est pas tellement question de langage là. Hein. Il est question de qu'est-ce que c'est que la pensée. On arrive au langage après. Donc, quand on passe, hein, de cette théorie des conditions nécessaires et suffisantes à la théorie des prototypes, eh bien, on doit renoncer à un certain nombre d'idées qui non seulement appartiennent pour Lakoff à cette orientation objectiviste, mais aussi et surtout, pour lui, qui caractérisent tout un pan de la culture occidentale, hein, qui sont assez caractéristiques de la culture occidentale depuis, disons, l'Antiquité, hein, gréco-latine, puis Aristote. Donc, première idée, la signification est basée sur la vérité et la référence. Elle concerne la relation entre des symboles et des choses dans le monde. Donc, vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure que c'était répétitif, en effet, on a déjà vu cette idée plusieurs fois. Les espèces biologiques sont des sortes naturelles, c'est-à-dire des catégories naturelles, hein, si on veut, définies par des propriétés communes, essentielles. Donc, c'est l'idée qu'on peut caractériser les espèces biologiques par des propriétés. Hein. L'oiseau est un vertébré à plumes. L'esprit est séparé du corps et indépendant du corps. Ça aussi, ce serait une idée typiquement objectiviste et à laquelle il faut renoncer. Donc là, on va avoir cette idée qui est quand même vraiment la grande originalité au départ des linguistiques cognitives, c'est d'emprunter à une théorie générale de la psychologie cognitive cette idée que notre façon de penser dépend, et donc les propriétés de notre langage, puisque l'idée, encore une fois, hein, c'est d'étudier le langage non pas pour lui-même, mais pour comprendre la façon dont les êtres humains pensent et se représentent le monde. Hein. C'est pour comprendre l'homme, pour comprendre les humains, qu'on étudie les langues et le langage. Pas juste pour faire de la linguistique et décrire, hein, les langues, pour comprendre l'être humain. Et précisément, ce que nous montrent les linguistiques cognitives en étudiant les productions linguistiques, les discours, les langues, eh bien, c'est que le corps joue un rôle dans la signification. Donc, on ne peut pas considérer que l'esprit est complètement séparé du corps. C'est ce que, comment s'appelle-t-il déjà, l'auteur de l'erreur de Descartes, Damasio, voilà. Antonio Damasio appelle l'erreur de Descartes, hein, le fait de séparer la raison ou l'esprit du corps. Bon, maintenant, c'est une idée, si vous voulez, qui est très largement acceptée dans la communauté scientifique, hein, en tout cas du côté de la psychologie. L'émotion n'aurait pas de contenu conceptuel, hein, c'est-à-dire quand il y a de l'émotion, c'est une sorte, ce serait une sorte, dans ce point de vue-là, de couleur pour un contenu conceptuel donné. Mais l'émotion en elle-même n'a pas de contenu conceptuel. Ça aussi, c'est une chose contestable. La grammaire serait une matière de pure forme. Donc là, à nouveau, c'est le chomskysme qui est visé. La raison est transcendantale.
Donc, encore, c'est la même idée, hein, tout ce paragraphe-là, l'idée que la raison n'a pas de lien avec le corps, et que donc les mathématiques peuvent être une forme de cette raison, peuvent décrire la raison. Et là, ce point est plus embarrassant, il y a un point de vue de l'œil de Dieu, God's Eye, qui est indiqué ici, mais on dirait aujourd'hui le point de vue de Sirius, ou un point de vue objectif sur le monde, hein, qui serait une façon correcte, unique, de comprendre ce qui est et ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Alors, ça c'est une position qui est critiquée par Lakoff, donc on comprend que ce qu'il a en ligne de mire, ce qu'il veut critiquer, c'est qu'on puisse dire qu'il y a un point de vue à partir duquel on puisse décider du vrai et du faux. Alors le problème, c'est que la position inverse de ce point de vue, c'est la position totalement relativiste, c'est-à-dire on dit qu'il n'y a jamais de vrai ni de faux, mais que tout est une question de point de vue. Hein. Il n'y a pas de point de vue qui me permette de dire ce qui est le vrai, ce qui est le faux. Bon, alors ça c'est ce que défendait Lakoff dans un texte qui est déjà un peu ancien. Mais là c'est quand même une idée à laquelle on ne peut pas souscrire, hein, très clairement, ça je le dis tout de suite, parce que disons que cette forme de relativisme qui, au fond, revient à considérer que il n'y a aucun énoncé dont on puisse dire qu'il est vrai ou faux, c'est une position qui est totalement intenable, hein, et puis qui permet de justifier n'importe quel comportement, n'importe quel énoncé, si on veut rester dans le domaine de la linguistique, indépendamment des conséquences éthiques, etc. Donc non, il y a quand même des choses qui sont vraies ou fausses. Hein. C'est-à-dire que le fait qu'il y a des tables dans cette chaise, on ne peut pas considérer que ce soit juste un point de vue. Hein. Il y a des tables, je veux dire, après on pourrait dire que on pourrait discuter sur le mot table, etc. On pourrait trouver, mais bon, il y a quand même un accord assez large pour dire qu'une chose comme ça est vraie. Bon, il y a toutes sortes de... Si vous voulez, on ne peut pas se passer du vrai, c'est ce que Pascal Angel appelle la norme du vrai. Il y a absolument... Si vous vous débarrassez du concept de vérité, en fait, vous enlevez le sol sur lequel toute pensée est possible. On a besoin d'un concept de vérité. Alors après, évidemment, la question de l'atteinte du vrai est un problème compliqué, mais bon, là je ne peux pas trop développer parce que ça m'éloignerait un peu trop de mon sujet. Mais enfin, je voulais seulement insister sur le fait que cette idée-là est une idée qui donc est contestée par Lakoff, mais la négation ou la contestation de cette idée, j'attire donc votre attention sur le fait qu'elle est totalement ruineuse. Hein. On ne peut pas complètement renoncer à l'idée qu'il y a du vrai quelque part. Bon, et puis dernière idée, tout le monde utilise le même système conceptuel. Bon. Alors, toutes ces idées donc sont des idées auxquelles il faudrait renoncer, selon Lakoff. Bon, moi je suis assez d'accord, hein, sauf avec cette idée qui nous conduirait dans un relativisme complètement délirant. Alors, maintenant, pour défendre ce qui fait la différence, si vous voulez, si on en restait là, à un énoncé de thèse de ce genre-là, on serait à nouveau dans quelque chose comme une forme de philosophie. Hein, on serait dans quelque chose comme, qui n'aurait absolument rien de ce caractère un peu scientifique, qui est le caractère de ce que voulaient avoir les sciences cognitives. Bon, donc, pour aller du côté de la science, pour pouvoir défendre ces thèses, toutes ces thèses-là, qui sont au fond des thèses philosophiques, hein, elles ne sont pas de la philosophie parce que précisément elles sont défendues par des expériences. Alors, ces expériences, Lakoff les emprunte à des travaux de Roche.
Alors, voici comment il les résume. À partir des couleurs focales, hein, vous vous souvenez, on en a parlé au tout début, puisque j'avais introduit cette question de la catégorisation à partir du problème de la catégorisation des couleurs. Ici, Lakoff va développer la théorie sur les prototypes de roches à partir des couleurs, mais je vois qu'il est déjà l'heure, je développerai ce point la semaine prochaine. Ah, j'ai oublié de vous dire une chose importante. Il y a 2 séances que je vais être obligé de déplacer, mais je vous le dirai la semaine prochaine. 2 séances où je suis aussi en mission à l'étranger et qu'on déplacera. Voilà, merci de votre attention et à la semaine prochaine.